Alors, Bienvenue pour tout le monde. bonsoir tout le monde. Nous allons commencer la conférence d'aujourd'hui. C'est Ahmed Mohamed El Fadail, un élève ingénieur de l'École supérieure polytechnique, membre du club ESP Data, qui fait sa formation dans le département statistique et ingénierie de données. Alors, ce club de data science, ESP Data Club, est un club universitaire qui a pour but de faciliter la connexion entre les spécialistes et les intéressés du domaine, de faciliter leur connexion et les interactions entre les différents parties. Nous avons différents programmes pour animer, que ce soit des conférences ou bien des workshops. Dans le cadre de nos conférences, nous accueillons chaque fois des invités. C'est pour aujourd'hui que nous avons un invité spécial, à savoir Monsieur Abdelhamid Mohamed Cheikh, un data scientist qui a commencé après avoir eu son bac par intégrer les classes préparatoires en 2016-2018. Puis il a pu réussir dans le concours de l'X dans la prestigieuse école de Polytechnique, là où il a suivi un parcours d'ingénieur en maths appliquées et data science. Et actuellement, il occupe le poste de data scientist au BDA Global Services de Luxembourg. Donc, sans plus s'attarder, nous remercions Abdelhamid qui a toujours dit oui à nos invitations. C'est pas la première fois qu'il anime une conférence pour nous. L'année passée, exactement dans le même mois de l'année passée, le 14 avril 2023, nous avions eu des échanges. C'était sur le thème de Data Science, Insights and Experience. Et le voici également ce soir devant nous pour nous présenter. Donc, je lui cède la parole afin qu'il puisse commencer sa présentation. Et après, nous aurons des questions, des séances de questions et réponses. Voilà, donc Abdelhamid, à vous la parole, merci. Bonsoir pour tout le monde. Euh, Moi, je suis le fils de l'école polytechnique de Nouakchott, et j'en suis très fier. J'en suis très très fier, et ça me manque beaucoup l'ambiance que vous avez au campus. Ça fait vraiment un plaisir de travailler dans un environnement aussi convivial que ce que vous avez à l'école polytechnique. Quand j'ai changé, quand j'ai bougé pour Polytechnique de Paris, j'ai eu beaucoup de solitude, et j'ai remarqué que les étudiants sont regroupés par des clans, par prépa d'origine. Et vous avez des étudiants qui viennent de prépa Giniette, qui révisent ensemble, qui passent le temps ensemble, des soirées ensemble, tout ça. Et on n'était que deux étudiants à notre année, et euh, ça m'a trop manqué l'ambiance que j'avais l'année d'avant au prépa de Polytechnique, où on pouvait passer tout le temps à, à se charger de l'énergie positive pour faire nos révisions et accomplir nos missions pour lesquelles on a intégré Polytechnique, briller dans l'ingénierie et maîtriser SLIR. Bien, bien dit, comme on l'appelle ici, SLIR. Euh, je pense que ce mot, c'est-à-dire ça a commencé avec notre génération, notre promotion, c'est la promotion qui a inventé le mot c'est-à-dire. Après, ça a passé de génération à autre. Donc, voilà, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver et de retrouver des étudiants de l'école polytechnique. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler des problèmes de classification. Euh, Comme vous le savez, en machine learning, nous avons deux types de problèmes, deux types de tâches ou de tasks, euh, classification ou régression. Euh,
on parle du supervisé. Donc, dans le supervisé, dans le machine learning supervisé, on a deux types de problèmes, des problèmes de classification et des problèmes de régression. Donc, je passe aux slides. C'est des slides publics que j'ai empruntés. Donc, dans des problèmes de machine learning ou de développement d'un modèle, on commence toujours par un jeu de données, un dataset. C'est souvent, pour les données tabulaires, vous avez une matrice, vous avez chaque colonne, ça représente une variable et vous essayez de prédire l'un de ces variables. Je parle toujours du supervisé, donc classification et régression. Parce que pour le clustering, on ne prédit pas une variable, mais plutôt on essaye d'organiser nos données, de regrouper des points de notre dataset, chercher pour chaque élément quels sont il appartient à quel groupe ou quels sont les éléments des plus proches de cet élément-là. Donc, pour notre problème ici, qui est le problème du supervisé, on essaye de prédire une variable. Et du coup, quand cette variable est continue, on parle de régression, des problèmes de régression, et quand cette variable est discrète, on parle de classification. Donc, quand je dis discrète, je parle de tout type de variables où on a des sortes de catégories. Donc, par exemple, euh, des variables qu'on peut modéliser par une question oui ou non. Donc, est-ce qu'il va pleuvoir demain ou pas? Donc, on peut créer une variable pour un jeu de données qui représente l'état du climat demain et qui essaye de prédire ou de répondre à la question est-ce qu'il va pleuvoir demain ou pas. Donc, on va avoir comme entrée, par exemple, des paramètres climatiques de, de, de aujourd'hui et on essaie de répondre à la question pour demain. Donc, pour Nouadhibou, il vient de pleuvoir à Nouadhibou, donc peut-être il y a plus de probabilité qu'il va pleuvoir demain que pour Nouakchott ou pour Atar, par exemple. Donc, voilà, un exemple de classification aussi, c'est genre tout type de variables statistiques catégorielles. Euh, euh, des maladies, on des modélise souvent par des problèmes de classification. Euh, est-ce que cette personne est malade ou pas? Genre on prend comme entrée tout type de mesures, de mesures de tension, son poids, sa taille, son âge, etc. Et on essaye de répondre à la question est-ce que cette personne a un grand risque de tel cancer ou de telle maladie spécifique. Donc voilà, d'une façon très résumée, ce que c'est des problèmes de classification. Pour les régressions, comme je vous ai dit, c'est les mêmes entrées. La différence, c'est juste la sortie, que les variables, cette fois-ci, sont des variables continues et pas des variables discrètes. Donc, au lieu de répondre à oui ou non, ou d'essayer de prédire la couleur, par exemple, donc on a un nombre de sorties limité et connu
à l'avance, donc rouge, jaune, bleu, etc. Pour les variables continues, ça va être une valeur numérique qu'on attend. Donc, par exemple, on essaye de prédire le poids d'un nouveau-né, par exemple, ou on essaye de prédire la taille d'une plante ou n'importe quel type de variable euh, numérique qui, euh, qui correspondent au nombre réel. Donc, c'est des variables qui sont continues, qu'on ne peut pas. Donc, vous êtes des matheux et vous savez très bien ce que c'est la continuité. Donc, on ne peut pas limiter les sorties. On n'a pas un nombre limité de sorties, mais plutôt une continuité, un intervalle. Donc, par exemple, pour un nouveau-né, on va atteindre des valeurs numériques entre 1 kg et 5 kilos à peu près. Donc, la majorité des enfants nouveau-nés vont avoir un poids qui va rentrer dans cet intervalle-là. Pour la classification, on a donc voilà la modélisation mathématique. Vous avez des variables d'entrée et une variable de sortie Y. Donc les variables d'entrée sont incluses dans la matrice X. Et à partir de cette matrice, vous essayez de prédire la colonne Y, de la variable Y. Donc, le problème est modélisable par une fonction qui a pour ensemble de départ l'ensemble des matrices X et pour ensemble d'arrivée l'ensemble euh, des vecteurs Y. Donc, voilà, et si Y est une variable discrète, c'est une classification. Si Y est continue, c'est une régression. C'est aussi simple que ça. Pour la classification, je prends la définition de Wikipédia. Euh, si c'est dans un contexte général, on dit classification pour des process dans lesquels on essaye de, d'attacher un objet à une catégorie. Donc ça, c'est la définition générale. Mais dans un contexte statistique ou machine learning ou sciences de données, euh, la définition est plus proche de ce que je viens de vous dire. Euh, donc, on a un ensemble de catégories, euh, oui ou non, ou plusieurs couleurs, ou n'importe quelle sorte de variable discrète. Et on a des variables d'entrée qu'on essaye d'utiliser euh, pour, euh, pour, euh, pour classifier, euh, pour classifier les éléments de notre dataset. Donc, genre, l'attacher à une catégorie précise de notre ensemble fini de sorties. Donc, on a un ensemble fini qui est des catégories et on essaye d'associer euh, un élément d'entrée à cet ensemble-là. On va prendre plusieurs exemples après et je vais vous montrer un jeu de données, un dataset euh, euh, pour, mettre en pratique ces définitions théoriques qu'on mentionne dans les slides. Donc, on ne va pas passer beaucoup de temps sur la partie théorique
et on va passer dans quelques minutes vers un notebook Python pour vous montrer comment ça se passe en entreprise et quelles sont des librairies Python qu'on utilise souvent pour résoudre des problèmes de classification. Du coup, on a plusieurs types de classification selon le point de vue euh, duquel on regarde le problème. Donc, binary classification et multiclass classification, c'est une distinction au niveau des nombres de sorties qu'on a, nombre de possibilités qu'on a à la sortie. Donc, par exemple, si on essaye de prédire la couleur d'un objet ou d'un individu, on va avoir multi-class classification, on a multiple classes. Par contre, pour binary classification, tout type de questions dont la réponse est oui ou non. Par exemple, est-ce que cet individu est infecté par telle maladie? Pour ce genre de questions, on parle de classification binaire. On a multi-label classification dans laquelle un individu de notre dataset ou un point de notre dataset peut avoir plusieurs classes à la sortie. Donc, pour ça, on peut prendre l'exemple où au lieu de prendre Y à la sortie qui nous donne uniquement la couleur, on va prendre une variable à la sortie qui nous donne la couleur et genre, la réponse à la question est-ce que l'image est floue ou pas. Donc, on va avoir deux variables à la sortie, dont l'une contient l'information couleur et la deuxième contient l'information est-ce que l'image entrée est floue ou pas. Donc, c'est un exemple où on attend deux réponses à la sortie. On attend plusieurs labels à la sortie et pas un seul label. Le quatrième type de problème de classification, c'est des problèmes de segmentation. Donc, dans des images, on a un problème qui est très utilisé, qui est le problème de segmentation. C'est le fait d'essayer de localiser des objets dans des images. Donc, par exemple, si on prend une image d'un match de foot, on peut essayer de localiser les joueurs qui sont dans l'image ou de localiser, de reconnaître le sol, le terrain, de reconnaître le public, etc. Donc, on va avoir plusieurs classes dans ce problème-là. On va avoir classe joueur, classe terrain, classe public, etc. On peut prendre un modèle simple qui va classifier uniquement des joueurs et classifier tous les autres objets dans l'image comme background. Et du coup, ça va correspondre à un modèle binaire qui va donner par exemple 1 au joueur et 0 au background, tout ce qui est autre que les joueurs, donc y compris le terrain, le public, etc. Donc voilà. Euh,
Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'avancements sur les problèmes de segmentation récemment. Avant, les meilleurs problèmes, les meilleurs résultats dans des problèmes de classification type segmentation d'image, on les trouvait avec des modèles CNN, SegNet, RegNet, etc., UNet. Et après l'arrivée du Generative AI et des LLM, on arrive à bâtir à battre des scores des CNN et à avoir même des LLM, des modèles euh, qui sont segmentation pour tout, qui arrivent à reconnaître tout type d'objet dans des images. Avant, on faisait un seul modèle par problème de classification. Et là, avec les LLM, on arrive à avoir un seul modèle généraliste qui arrive à résoudre plein de problèmes différents. Donc avant, on avait un seul problème qui résout un seul problème de classification. Donc par exemple, pour l'exemple de joueurs de foot, segmentation des joueurs de foot dans des images d'un match. Euh, euh, on entraînait un seul modèle sur plein d'images qui sont labellisées où on met à chaque fois voilà ce que j'appelle un joueur et voilà ce que j'appelle un background et avec beaucoup d'images qui ont cette labellisation, on arrive à obtenir un modèle à la fin qui peut répondre à cette question précise. Et on ne peut pas lui demander de reconnaître de public ou de reconnaître là où il y a des ballons ou répondre à n'importe quelle autre question de segmentation pour les mêmes images. Mais avec les LLM et avec les derniers modèles, on arrive à, à, à avoir des modèles tout en un. Des modèles qui... On va pas à la présentation. comment? On va pas à la présentation. Apparemment, nous avons perdu l'écran. Vous ne partagez plus Ah la oui? présentation. Hum, Voilà, c'est mieux. C'est bon. pardon, ok. Du coup, je C'était en suis train de dire toujours tout sur à le l'heure. même slide. Oui, oui, j'ai parlé de la segmentation. Donc, avant, on avait des modèles de segmentation qui arrivent à segmenter des objets précis. Donc, un seul modèle pour un seul objet. Donc, par exemple, un modèle qui va localiser des personnes passant dans la rue ou des joueurs dans un match de foot, etc., mais qui n'arrivent pas à répondre à une autre tâche de segmentation. Mais récemment, avec le développement des LLM, on arrive à avoir des modèles tout en un. Euh, Sidi Salm Doualati, je pense que l'accès de présentation est donné à tout le monde. Salam, s'il vous plaît, si vous pouvez Ahmed, fermer votre écran. Bézid. ok. Voilà, donc, c'est une seule personne qui peut présenter, je crois. Si vous pouvez essayer. Voilà. Ok. Du coup, voilà, ça se développe assez rapidement et même pour plein de problèmes de classification, surtout avec les données textuelles. On passait avant beaucoup de temps
pour développer un modèle qui répond à la question et qui résout de, de, de problèmes business derrière. Mais en ce moment, avec le développement des LLM, on arrive à, euh, à passer beaucoup moins de temps sur le développement qu'avant. Et aussi avec l'auto-ML euh, qui, qui sont des algorithmes qui arrivent à choisir, à faire, à automatiser tout le process de machine learning, qui choisissent des meilleurs features, euh, qui choisissent les meilleurs algorithmes pour résoudre le problème de classification, de régression et qui te donnent à la sortie le meilleur modèle sans que tu fasses tout ça manuellement comme on va le faire à la fin de la séance ou de la présentation. Donc voilà, c'est un domaine qui se développe rapidement, tout ça entre parenthèses, mais c'est toujours très important et très intéressant de comprendre tout le pipeline, de comprendre toutes les parties qu'on a vues dans le slide précédent, la partie pre-processing, la partie modèle learning et la partie modèle testing, et de comprendre ces données, son dataset. Chaque problème a ses données. Donc, le point de départ, c'est toujours quelles sont les données que j'ai pour résoudre le problème, pour résoudre ce problème. Et quand on n'a pas les données, on ne peut pas avancer. Donc, en entreprise, il faut toujours demander les données avant de donner des fausses promesses. Donc, ce sont des problèmes que les data scientists rencontrent très souvent avec des business. Vous avez des managers qui viennent avec des idées magnifiques ou débiles, mais qui n'ont pas des données pour. Et du coup, malheureusement, les data scientists ne peuvent pas les aider avec ces idées. Il y a des business qui ont une compréhension très simpliste de l'IA. Euh, Ils comprennent que c'est une intelligence derrière qui peut tout faire, qui peut tout résoudre, qui, qui demande rien en entrée, qui peut tout faire. Donc, non, on ne peut pas tout faire avec l'IA. On a des algorithmes limités dans l'IA, on a des outils limités. On se limite à ces algorithmes et on se limite à ces outils et on essaye toujours de modéliser les problèmes avant de commencer le développement, de comprendre nos données avant de se lancer dans le, dans le développement du modèle. Donc, voilà entre parenthèses un échantillon des problèmes que les data scientists rencontrent en entreprise. Je reviens au slide. Donc, on a parlé de plusieurs types de classification binaire, multi-class classification, multi-label, segmentation des images. Il y a plein d'autres types de classification selon le point de vue duquel on regarde les données et on regarde la tâche. Donc, vous pouvez toujours inventer, dire j'appelle ça genre une catégorie de problèmes de classification.
même des autorégresseurs qui génèrent des textes dans ChatGPT ou dans n'importe quelle application de Generative AI textuelle, vous pouvez considérer ça comme un modèle de classification, vu qu'on a un vocabulaire derrière, on a une liste finie de mots ou de tokens, et on essaye à chaque fois de choisir parmi cet ensemble fini quel mot va venir. Donc, on essaye toujours de prédire des tokens suivants parmi un ensemble, qui est fini. Et du coup, ça rassemble trop à un problème de classification et on peut même inventer et dire que des autorégresseurs derrière le Generative AI sont d'une manière ou d'une autre des modèles de classification. Donc voilà, linear classification, ça c'est d'un point de vue algorithme, on a plein d'algorithmes de classification. Si on essaye de classifier nos données avec une droite, ça s'appelle linear classification. Et du coup, genre, on va venir chercher quelle est la droite optimale avec la valeur à l'origine et la pente optimale A et B qui nous donne la meilleure séparation des points de notre dataset. Donc, on les connaît de ces algorithmes-là, on en reconnaît régression linéaire, on en reconnaît des SVM, ce sont des hyperplans qui essayent de séparer, les différentes classes et qui sont des, des modèles linéaires mathématiquement. Donc, on a aussi des modèles qui ne sont pas linéaires et on peut inclure dedans tous les tree-based algorithmes, des random forest, des XGBoost, etc. Donc voilà, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la partie théorique et je vais vous partager un notebook Python que j'ai trouvé intéressant. Donc, on va essayer de prendre un dataset, un problème de classification, et de suivre tout le pipeline, de commencer par l'analyse des données, puis par euh, de, toute la partie sélection de features, toute la partie missing values, outliers, et après arriver au choix du modèle et le choix des hyperparamètres du modèle. Donc le notebook et les slides que j'ai présentés, je vais vous les envoyer à la fin de la présentation. Avant de commencer le notebook, est-ce que vous avez des questions ou pas à ce stade? Je crois que c'est mieux d'attendre juste après le notebook. Comme ça, on pose les questions d'une fois. Ok, Ça ne me dérange pas. ok, très bien. D'accord. Je vais faire comme ça. Donc,
Est-ce que vous voyez mon écran? Non, non. Pas encore, ok. Voilà, ça vient maintenant. Ok. Donc, c'est un jeu de données très connu qui s'appelle Titanic. Donc, ce sont des données pour des passagers du fameux euh, bateau de Titanic. Et la question à laquelle on essaye de répondre, c'est genre, supposons qu'une personne fait partie des passagers de Titanic, c'est quoi la probabilité qu'elle va survivre euh, de, de la catastrophe qui s'est passée après. Donc, on a des survival status, donc 0 ou 1, est-ce que la personne va survivre ou pas. Et on a plein d'autres variables, donc classe du passager, sexe du passager, son âge, euh, nombre de parents et des enfants, etc. Et on essaye d'utiliser toutes ces variables-là pour prédire la première variable. Est-ce que la personne va survivre ou pas? Donc, voilà. On commence par importer des librairies Python qu'on utilise dans le notebook, donc Pandas. Je pense que vous connaissez tous Pandas. Donc, euh, Pandas ont développé le data structure le plus utilisé en data science, leur fameux data frame. Donc, vous le voyez ici. Euh, je vais vous montrer après. Je pense que tout le monde connaît Pandas. Après, Seaborn, c'est une librairie utilisée surtout pour la visualisation des données, des dashboards. Ça permet tous les visualisations classiques qu'on utilise en data science. Donc, de- des quartiles, positions. Et du coup, ce nombre-là, max depth, ça définit le nombre maximum de divisions que votre arbre de décision peut faire. Donc, si vous mettez max depth est égal à 20, vous allez avoir des arbres de décision qui sont beaucoup plus complexes que si vous mettez max depth est égal à 2. Donc, ce paramètre-là, c'est un paramètre très important, max depth, pour les random forest, qui définit le niveau de complexité de votre modèle. Donc, comme vous le savez, un modèle très complexe, ça donne un modèle très susceptible d'overfit. Ça veut dire, c'est quoi l'overfitting? C'est le fait que le modèle donne des résultats très très bons sur vos données d'entraînement, mais des mauvaises scores pour vos données de test. Donc, des modèles, en gros, à mémoriser les données d'entraînement, mais il n'arrive pas à, euh, à projeter
le savoir qu'il a acquis sur les données de test. Donc, voilà. Et pour chaque algorithme, pour chaque type de modèle, vous avez des hyperparamètres qui sont responsables de cet overfitting et de cette complexité du modèle. Donc, un modèle trop complexe, c'est pas bien, et un modèle très simple aussi, c'est pas bien. Donc, si vous prenez par exemple max depth est égal à 2 et le nombre d'estimateurs est égal à 5, vous allez avoir un score très, très faible à la fois pour les données d'entraînement et pour les données de test. En gros, votre modèle ne va pas être capable de comprendre le lien entre des variables. Donc, il va être underperforming pour, pour, pour l'évaluation sur les données d'entraînement et sur les données de test, les deux. Donc, voilà. Grid Search, ça vous permet de tester des valeurs différentes pour chaque hyperparamètre. Pareil pour SVM, les variables les plus importantes, c'est le kernel, est-ce que c'est linéaire ou autre type de kernel, et le paramètre C qu'on retrouve aussi pour la régression logistique, qui est responsable du niveau de randomness pour le choix des hyperplans. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense qu'on a présenté l'essentiel. Euh, euh, en classification en machine learning, d'une façon générale, on passe beaucoup plus de temps sur les données que sur le choix des algorithmes, surtout en ce moment avec le développement de l'auto-ML. Donc, on prend juste des state-of-the-art algorithms, donc qui sont ici Random Forest et SVM surtout. Ils donnent souvent des scores très très bons pour les données tabulaires, et on essaye d'optimiser des paramètres. Donc, parmi les modèles les plus utilisés pour optimiser les hyperparamètres, c'est le Grid Search. C'est ce qu'on a utilisé ici, et c'est juste un ligne de code comme vous voyez. Merci, merci pour l'open source et pour scikit-learn qui ont aussi implémenté tous ces algorithmes de machine learning. Donc, le rôle du data scientist se limite à la compréhension de données, de la compréhension des hyperparamètres des différentes classes, des librairies de machine learning qu'il va utiliser. Donc voilà, je m'arrête là pour laisser plus de temps pour D'accord, les questions. donc on peut passer aux questions. Bon, j'ai déjà noté deux questions prêtes, mais je vais commencer par le public. Si quelqu'un, s'il vous plaît, a des questions, il peut lever sa main. Voilà, Boubacar. Il a écrit sa question par chat. Ok. Donc, est-ce qu'on peut avoir des modèles qui ont un score inférieur à d'autres modèles, mais qui performent mieux? Sont des outils de segmentation qu'on utilise dans le cas des joueurs. Merci Boubacar, le plaisir est pour moi. Comme je vous ai dit au début, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous et de voir la communauté de Polytechnique et SP et
des prépas de Polytechnique grandir et briller et s'ouvrir sur des nouvelles spécialités. Donc, le plaisir est partagé. Pour la première question, est-ce qu'on peut avoir des modèles qui ont un score inférieur à d'autres modèles, mais qui performent mieux? Tout à fait. Donc, on peut avoir des modèles qui ont un score inférieur à d'autres modèles, mais qui ont un gap, genre une différence entre le score sur les données d'entraînement et le score sur les données de test qui est plus petit. Donc, l'objectif, c'est vraiment que votre modèle ait un niveau de compréhension et de performance très proche entre les données d'entraînement et les données de test. Donc, une différence de 5%, maximum 10% ou quelque chose comme ça, mais pas une différence de 25%, par exemple, parce que ça montre que votre modèle n'a fait que mémoriser les données d'entraînement et ça donne des résultats beaucoup plus faibles pour les données de test. Donc, en supposant que vous allez tester des modèles sur des données réelles qui sont susceptibles d'être différents à la fois des données d'entraînement et des données de test que vous aviez à la base, votre modèle est vraiment présente un grand risque et peut donner des mauvais résultats au mauvais moment. Donc, on évite souvent d'utiliser des modèles qui donnent une différence considérable dans les scores entre les données d'entraînement et les données de test. Donc, voilà. Et généralement, des modèles qui ont une linéarité derrière sont susceptibles d'overfit euh, moins que les données qui sont des modèles qui sont tree-based. Donc, généralement, les SVM overfit moins que des arbres de décision et des fois moins que les random forest. Donc, le fait de faire de l'ensembling pour les arbres de décision, ça a permis d'avoir des modèles qui sont globalement beaucoup moins susceptibles d'avoir d'overfitting que si on prend des arbres de décision séparés, mais mais d'une façon générale, les modèles linéaires ou qui ont une linéarité derrière sont des modèles qui overfit de moins. Donc, un bon exemple, c'est les SVM qui ont qui ont des hyperplans ayant des formes fixes, quelle que soit la distribution de vos données. Permettez-moi de couper une minute pour brancher mon ordinateur. J'arrive tout de suite. Hop. Hop. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je crois Ouais. il y a une question qui a été posée par une sœur, Aïchatou Mohamed, toujours dans les Comment messages. on peut utiliser le ML pour améliorer nos décisions avec la BI, Business Intelligence, ETL, Analyse Reporting? Comment on peut utiliser le ML? Oui.
C'est une question très intéressante. Ça dépend vraiment de l'entreprise, ça dépend du business, ça dépend du besoin de votre entreprise. En fait, dans le dashboarding, on présente souvent des résultats du passé, mais souvent le plus intéressant pour le business, c'est de s'inspirer du passé pour avoir une vision sur le futur, que ce soit le futur de certaines variables du marché ou le futur de, de, de certaines performances ou des indicateurs sur les employés ou tout type de variables ou d'analyse. C'est souvent très bien vu de faire de la prédiction et de dire voilà ce qu'on a dans les données présentes, voilà ce qu'on a eu dans les données du passé et voilà ce qu'on peut avoir en appliquant le ML, en appliquant l'apprentissage automatique sur les données du passé euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir une idée sur le futur. C'est tout à fait intéressant et c'est déjà l'objectif du reporting et de l'analyse, c'est de avoir cette vision sur le futur et avoir une meilleure prise de décision. Donc, je, je, je vous confirme ce point, Aïchatou. Le ML, c'est très utilisé pour RTL, c'est très important pour le reporting. Et même, genre, ça devient standardisé pour beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de chercheurs et d'ingénieurs qui se servent de l'ML pour, euh, pour s'améliorer dans leur domaine. Je prends l'exemple de physiciens qui, au lieu de passer beaucoup de temps à tester tout type de molécules dans leur laboratoire, se sert à ce moment de Generative AI et de d'ML pour choisir les meilleures molécules, pour choisir euh, pour prédire des paramètres physiques des matériaux si on les met dans telle et telle condition. Tout ça en se servant des données qu'ils ont récoltées dans le passé. Donc voilà, le ML, ça devient une discipline très, très générale et dont tout le monde va se servir et va en récolter les fruits. Donc, Abdelhamid, apparemment, la segmentation dont vous en avez parlé intéresse pas mal de personnes. Nous avons eu deux questions là-dessus. Oui, La première, c'est quels sont les outils de segmentation qu'on utilise dans les cas des joueurs et oui. quels sont les modèles les plus utilisés pour la segmentation d'image. Oui, en fait, segmentation, c'est toute une discipline du computer vision. Donc, computer vision, c'est le domaine du ML qui s'intéresse aux données de type image. Donc, parmi des problèmes les plus importants ou des ensembles de problèmes les plus importants, c'est les problèmes de segmentation. On s'insère dans la médecine, euh, dans le, dans le tracking des vidéos, dans la reconnaissance des objets dans des images, dans l'analyse des images des caméras de surveillance. Il y a vraiment plein de, d'applications de la segmentation. Et parmi les outils de segmentation
qu'on peut utiliser en ce moment, c'est des outils développés par le GenAI, donc des outils qui utilisent un modèle de GenAI derrière. Je parlais tout à l'heure d'un modèle qui segmente tout, qui est un tout en un pour la segmentation. Et c'est un modèle développé par Facebook. Je peux vous chercher le nom et vous le balancer dans le chat pour les intéressés qui veulent en découvrir plus. Donc, si je ne me trompe pas, ça a été, oui, Segment Anything. Ça s'appelle Segment Anything Model, SAM. Je vous mets les liens pour la page de Meta, Facebook, dans laquelle ils décrivent ce nouveau outil. Donc, ils ont même des démos dans la même page. Je ne sais pas s'il y a une autre question concernant la segmentation. J'ai eu la chance dans le passé de travailler sur un projet de segmentation, mais c'était avec les CNN. On a utilisé un modèle qui s'appelle Segnet et nos données, c'était des données médicales. Donc, l'objectif, c'était de localiser des tumeurs dans des images médicales. Et on avait un dataset qui est complètement labellisé. Donc, c'était un parfait problème de classification. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Oui, Ahmed Bezid, vous avez une question? Bonjour, je vous remercie pour votre belle présentation. C'est vraiment un honneur d'avoir un ex-polytechnicien avec nous aujourd'hui. Ma question, en fait, c'est dans les modèles que vous avez présentés, est-ce que ces modèles sont compatibles avec le terme de données massives ou big data, ou si on est dans le contexte des big data, on doit utiliser des modèles plus puissants comme le deep learning, et des modèles de deep learning qui sont plus puissants pour avoir plus de résultats, ou bien on peut utiliser les modèles classiques de machine learning. Merci. Très bien. Donc, pour les big data, les big data posent un problème pour les data engineers et pas pour les data scientists. Parce que quand on a plus de données, on est toujours content. Ça nous donne toujours une meilleure vision du problème et une meilleure représentation des données réelles. Donc, ces algorithmes-là fonctionnent quelle que soit la taille de votre dataset, mais pour la gestion des données massives, le problème se pose à l'enregistrement. Donc, on utilise certains outils comme Cloudera ou d'autres solutions cloud ou on-premise pour l'enregistrement de ces données. Donc, le problème se pose dans la RAM. On a des données, des capacités limitées dans la RAM. Donc, par exemple, si vous avez un serveur où la RAM, c'est 50 gigas et que vous avez un data frame qui contient des millions et des millions de points. Et pour chaque point, vous avez des dizaines ou des centaines de colonnes.
vous risquez de dépasser la capacité de votre RAM. Du coup, pour résoudre ce problème, on fait du ensembling, mais ensembling pour les serveurs. On essaye de faire la somme de tous les RAM disponibles pour plusieurs serveurs et de dispatcher et de diviser des opérations sur ces serveurs de telle sorte qu'on ait une sorte de super machine qui a un RAM très grand qui constitue la somme des RAM de tous les serveurs que vous avez dans votre network. Mais ce problème, c'est souvent résolu par les data engineers de votre entreprise ou des fois des ML engineers. Donc, les data scientists, leur travail, ça commence par la sélection des features, missing values et de, de notebook ou, ou genre de la préparation des données pour entraîner le modèle. Donc, quand vous développez votre modèle, votre travail finit ici. Donc, les déploiements, théoriquement, ça doit être fait par les ML ingénieurs, mais souvent, des data scientists mettent leurs mains aussi dedans. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, mais je vous confirme que la taille de votre dataset ne doit pas affecter le fonctionnement de vos algorithmes de machine learning. J'ai déjà travaillé sur un dataset d'un demi-million de points avec 80 colonnes pour un client de télécommunication. Et ça a donné des résultats similaires au dataset de 1500 points. Donc, niveau comportement des données, tout ça, j'ai remarqué aucune différence, mais juste le temps de calcul, il faut que vous ayez une puissance de calcul intéressante pour ne pas avoir des machines qui crashent ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Mohamed, tu avais une question? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour cette présentation intéressante. Salam. أنا عندي deux questions, si vous le permettez. تفضلوا. Donc, la première, c'est la partie d'évaluation de ces modèles. Donc, surtout donc, les problèmes de classification. Donc, comment peut-on choisir donc, les métriques pour bien choisir le modèle adéquat pour notre cas? Donc, C'est une très très bonne question. Parce qu'en fait, ça dépend complètement de votre problème business, de ce que représente votre modèle pour le client final. Donc, si vous voulez prédire, par exemple, est-ce que la machine, est-ce qu'une machine va crasher, c'est différent de si vous voulez prédire est-ce qu'il va pleuvoir ou n'importe quelle autre question. Des fois, le client, il ne veut pas du tout avoir du false négatif. Ça veut dire, je vais vous présenter ça je vais chercher une matrice de confusion pour vous montrer la question. Hop. Matrice de confusion.
Donc en fait, vous avez quatre ensembles. Vous avez true positif, true négatif, false positif et false négatif. Et vous avez plusieurs métriques. Donc, les métriques qu'on utilise le plus souvent, c'est l'accuracy, qui est la somme du true positif et true négatif divisé par toutes les prédictions. Donnez-moi juste une minute. Métrique. Mais aussi, vous pouvez tomber sur un client qui est intéressé plutôt par la précision ou le recall ou un autre métrique ou F1 score. Donc, selon le type du problème, il y a un métrique qui est plus important que les autres. Mais les métriques les plus utilisées, c'est l'accuracy. L'accuracy ou le F1 score. Donc, permettez-moi juste. Bon, je pense qu'on n'a pas de temps pour donner plus de détails, mais je vous encourage vivement à chercher les liens entre le problème et les attentes des clients avec les métriques. Donc, des fois, avoir des valeurs positives qui sont fausses, donc false négatif, c'est dangereux pour les clients. Des fois, avoir des false négatifs, c'est dangereux pour les clients. Il veut vraiment qu'ils détectent toutes les valeurs positives dans les prédictions du modèle. Et du coup, il faut faire un trade-off. Il faut choisir l'un des métriques qui va être plus intéressant que les autres et entraîner vos modèles sur ces métriques-là. Je veux avoir les meilleurs scores pour ces métriques-là et pas pour les autres. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Abdallah, vous avez une question, Abdallah? Abdallah, vous nous entendez? Oui, Khair Abdelhamid, merci beaucoup Abdelhamid pour cette présentation enrichissante. Abdelhamid, disons ma question c'est plus orientée ML Engineering. Comme vous le savez, ce n'est pas toutes les entreprises qui séparent entre les 10 métiers data scientist plus ou moins data engineer. Je veux savoir s'il y a des techniques ou bien des solutions que vous recommandez pour la partie déploiement du modèle. La partie déploiement du modèle. Ça dépend. Deep learning. Pour le deep learning. Oui. Donc, les solutions les plus recommandées pour le deep learning, c'est le cloud, de déployer sur Azure ou sur Bedrock de AWS ou sur même le cloud de Hugging Face. Le cloud, ça permet des capacités de puissance beaucoup plus intéressantes. Ça permet aussi de gérer plusieurs instances de votre modèle. Au lieu d'avoir un seul modèle qui répond et sur laquelle on peut avoir une queue intéressante, on peut avoir plusieurs questions qui envoient une demande et il faut que le dernier attend plusieurs minutes, voire dizaines de minutes pour que le temps de calcul des personnes précédentes soit digéré. C'est beaucoup mieux de déployer sur le cloud car ça permet de résoudre cette question-là. Mais
je suis pas la personne la mieux placée pour vous donner des outils pour ça, car il y a souvent des personnes spécialisées qui sont pas des data scientists dans des grandes entreprises et qui gèrent cette question de déploiement. Mais justement, c'est un problème très, très intéressant et qui oblige des fois les data scientists de faire des compromis, de prendre des modèles de moins performants, mais qui sont plus légers, qui sont plus faciles à déployer que des modèles des plus performants. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut penser au déploiement et il y a aussi des techniques comme la quantisation où on diminue la précision de nos data structures sur lesquelles on enregistre le modèle pour avoir un temps de calcul plus rapide. Donc, ça diminue un petit peu la performance de votre modèle, mais ça donne un temps de calcul plus important. Donc, le latency, le temps de calcul, c'est un paramètre très important dans le déploiement qu'il faut toujours y penser et le prendre en compte, quitte à faire des compromis et de prendre des modèles qui sont plus légers avec des variables et des data structures moins précis, comme on fait avec les techniques de quantisation. Voilà. D'accord, vous allez nous excuser. Juste Il y a une autre répondre question. Oui. une dernière question parce que nous devons parler du cas local de la Mauritanie. Nous allons prendre une dernière question avec Mohamed. C'est ça? Oui. Autre question, s'il vous plaît. Ouais. Donc, Anne, j'ai une question. Donc, aujourd'hui, si on est amené à développer un modèle ML, donc, que voyez-vous? Donc, la méthode classique avec scikit-learn. Donc, surtout, donc, vous avez شوف l'auto-ML, donc les pre-trained models for Hugging Face. شو آخر قروة قلت de déploiement. Des modèles de scikit-learn, ces modèles de machine learning classique, random forest, SVM, etc., ce sont des modèles qui sont très très légers. Il suffit de les mettre dans un fichier Picli. Il y a plusieurs façons de l'enregistrer, mais la façon la plus utilisée, c'est de les mettre sur un fichier Picli, de les lire dans votre application web ou votre application finale et de servir des requests directement. Parce que ça prend pas de temps. Mais si on parle des modèles de deep learning, c'est complètement différent. C'est souvent des modèles qui sont très lourds et qui prennent un temps de calcul très, très considérable pour la partie déploiement et application finale. Donc, pour les modèles de machine learning classique, vraiment, le déploiement, c'est pas du tout un problème. Ça... Désolé, je vais juste ajouter une information. Merci beaucoup pour cette partie de ML classique. Pour les ML classiques, j'ai déjà utilisé la bibliothèque JobLib pour déployer ce genre de modèles, parce que ce sont des modèles légers et simples à déployer. Juste ma question, c'était pour la partie deep learning, parce que c'est difficile de travailler avec. C'est là où la question se pose. Parce que vraiment, pour le deep learning, c'est toujours un problème récurrent. Et la meilleure solution en ce moment, c'est le cloud. C'est de faire un abonnement chez un cloud provider, Azure ou AWS ou un autre, et essayer de déployer le modèle sur leur machine et d'utiliser l'un
l'un des plans qu'ils ont pour minimiser le coût. D'accord, merci beaucoup. Merci. De rien. Pour ceux qui ont levé la main, vous allez me pardonner parce que il nous reste qu'un quart d'heure et il nous reste un paragraphe, ou bien une parenthèse que nous n'avons pas encore abordée. Alors, Abdelhamid, je peux pas me permettre de voir les gens poser des questions sans que je le fasse. Donc, je voudrais savoir comment on peut faire appliquer des techniques de classification dans des projets mauritaniens spécifiques, bien sûr en prenant en compte que dans notre contexte, les données ne sont pas disponibles. Et vous avez déjà mentionné le manque de données dans votre présentation avant, pour rentrer dans le Donc, contexte local et pas rester dans... ouais, une idée possible, c'est de utiliser des modèles qui sont entraînés sur des données provenant d'un environnement similaire. Donc, par exemple, des données du Sénégal ou d'un autre pays qui a des conditions similaires ou des statistiques similaires. Je peux vous donner une liste des instituts gouvernementaux africains qui publient des données publiques, des jeux de données publiques pour leur pays. C'est surtout des sites qui concernent le Sénégal ou le Côte d'Ivoire ou certains pays africains de la région. Ça peut être une solution à ce problème de manque de données sur le marché mauritanien. Mais on a vraiment beaucoup d'applications possibles de l'IA qui demandent pas des données provenant des institutions publiques. Donc, par exemple, les données géographiques, des images satellites. On a plein de datasets publics, des images satellites provenant de tous les coins du monde, y compris la Mauritanie. On peut faire pas mal d'applications sur ça. Les données climatiques, des climats, on arrive à le mesurer à ce moment avec les satellites. Et du coup, dans tous les coins du monde, y compris la Mauritanie, on a des jeux de données passionnantes et qui contiennent des données massives et qui permettent de faire pas mal de jeux de données sur des problèmes réels. Récemment, avec des LLM aussi, on peut développer une application IA avec un simple prompt, donc, ou une petite source de données. Donc, parmi les avantages des LLM, c'est qu'ils demandent beaucoup moins de données que des modèles du machine learning classique, Random Forest, SVM, etc. Donc, parmi les plus grands avantages du LLM, c'est que juste en faisant du few shot prompting, en lui donnant quelques exemples, genre voilà individu 1 avec caractéristiques A, B, C, D, etc. Le label est égal à ça. Individu 2 avec caractéristiques A, B, C, D, son label c'est ça. Est-ce que tu peux me prédire le label pour l'individu 3 avec les labels tel, tel, tel. Donc, en donnant un très petit nombre d'exemples, on arrive vraiment à
à avoir des réponses impressionnantes des LLM actuels. Donc, je pense que c'est un turnaround qui est considérable d'utiliser les LLM et d'essayer de développer sur les outils cloud qu'il y a en ce moment pour, produire des solutions adaptées aux besoins locaux. Donc, pour l'application, je pense que l'étape les plus difficiles, c'est de trouver un problème, un problématique réel, un besoin bien défini et pour lesquels il y a vraiment une grande demande et d'essayer de chercher dans des outils existants comment procéder et résoudre ou répondre à cette question. Donc, l'IA fait partie des solutions existantes, mais on a aussi tous les outils d'optimisation qui existaient avant, les outils de, de programmation déterministes qui sont encore qui manquent encore dans notre stade de numérisation en Mauritanie. Donc déjà avec l'algorithmique classique et avec l'algorithmique avancée, on peut développer pas mal d'applications sans avoir besoin de jets de données. Et on répond avec ça à des questions qui sont très importantes et à des problèmes très intéressants pour lesquels il y a une grande demande sur le marché. Donc, D'accord, c'est clair. Donc, Monsieur Abdelhamid, si vous avez une question, si vous avez un mot pour conclure, pour récapituler tout ce que nous avons vu. Je vous demande juste ce que vous avez pensé de la présentation. Est-ce que ça vous a été utile ou pas? Si, c'était une très bonne présentation, que ce soit la partie des slides théoriques ou bien l'exemple pratique du Titanic. C'est parfait, machallah. Donc, c'était vraiment un plaisir pour vous présenter, mes chers collègues. J'ai pas pris beaucoup de temps pour la préparation, j'en suis désolé, mais j'espère que j'ai partagé mon ressenti pour mon niveau d'expérience. Donc, le plus important, c'est d'essayer de résoudre des problèmes business avec les outils que vous avez. Ne cherchez pas toujours trop loin. Il y a plein de problèmes qu'on peut résoudre avec l'algorithmique classique et pour lesquels on n'a pas besoin de l'IA ou qu'on peut résoudre avec des modèles simples de l'IA comme Random Forest, SVM, etc. Et du coup, pour lesquels on n'a pas besoin du deep learning ou même plus avancé que ça, pour lesquels on peut prendre les CNN au lieu de prendre les Transformers et les derniers modèles. Donc, ne cherchez pas de résoudre le problème avec un outil sexy qui fait le buzz et faire une solution pour, euh, pour mentionner que vous avez utilisé un outil super sophistiqué, mais cherchez plutôt les résultats et la performance. C'est ce qui compte le plus. Et
c'est ce qui vous aidera de plus dans vos carrières. Non, Donc, merci. Sur ces très bons mots, on termine notre présentation avec vous. On vous remercie vraiment pour ces minutes qu'on a passées avec vous. C'était vraiment très agréable. En espérant merci vous beaucoup. retrouver prochainement dans la plus prochaine possibilité. Et merci pour tous les présents. J'aimerais aussi vous mentionner qu'on tiendra des conférences et que pour rester branché, vous pouvez consulter nos pages sur les réseaux sociaux et ou bien rejoindre le groupe WhatsApp, que ce soit sur LinkedIn ou bien Facebook. Donc voilà, merci beaucoup Abdelhamid et à bientôt. مرحبا. شكرا.